Alors, donc, vaste programme que cette question du cannibalisme, dont d'emblée se pose la question de la pertinence pour nous aujourd'hui, dans une session sur les ressources alimentaires, sur ce que signifie manger, dans la mesure où aucun d'entre nous n'est concerné par l'hypothèse cannibale. On n'a pas à choisir, on n'a pas à être ou ne pas être cannibale. Cette question semble une question qui concerne autrefois. On a le sentiment qu'aujourd'hui c'est une question réglée. Nous ne serons plus jamais cannibales, les hommes ne seront plus jamais cannibales. Et autrefois, donc avant, mais aussi les autres. On a un vague présupposé que d'autres peuples aujourd'hui sortis de cette horreur l'ont été, qu'ils ne le sont plus, mais que, en gros, par exemple, les Européens, puisqu'on parle en Europe, ne sont pas spécialement concernés par cette faute, ce péché, cette transgression. Bon, donc on pourrait se dire, pourquoi parler de quelque chose qui n'est pas d'actualité? En même temps, si ce n'est pas d'actualité, c'est précisément parce que c'est un tabou, c'est un interdit radical, tellement radical qu'il semblerait que toute qualification de telle ou telle société ou culture en tant que cannibale viendrait la disqualifier. On voit des cultures qui revendiquent leur passé, qui revendiquent des spécificités exotiques ou inquiétantes pour montrer leur altérité par rapport à l'Occident, le fait qu'elles ne sont pas les mêmes, qu'elles ont une spécificité. On ne voit aucune culture dire « nous étions des cannibales et nous en sommes fiers ». Ce passé est comme honteux. Bon. Donc il y a une espèce de déni, comme ça, de refus d'assumer ce passé cannibale. Alors quand je laissais entendre qu'il y aurait un « nous » et les autres qui auraient été cannibales et nous qui ne le serions ni ne l'aurions été à aucun moment. Ce n'est pas si évident que ça. Je vous indique juste une référence historique précise. Dans la première croisade de 1098, les Turcs accusent dans de multiples textes les Francs, les Franges, les Français, enfin les Francs, ceux qui ont donné leur nom à la France, de pratiquer le cannibalisme. Alors on pourrait dire, ça c'est les Turcs qui veulent disqualifier leur adversaire, mais les Francs, dans un certain nombre de textes, se vantent d'avoir mangé des Sarrasins, et pas seulement parce qu'ils avaient faim. Ils avaient faim, ils mangeaient des chiens. Mais quand il y avait autre chose, quand il y avait l'idée d'une vengeance, d'une destruction, d'un anéantissement de l'autre, on le mangeait. Ça, c'est au XIe siècle, et ce sont des Européens qui le perpètrent. Et vous pouvez trouver toute la documentation là-dessus dans un récit de Amin Malouf, l'écrivain libanais, par ailleurs prix Goncourt, qui, en 1982, a sorti un livre dont c'est le thème, le cannibalisme, l'anthropophagie des Européens pendant les croisades en terre musulmane. Bon, donc déjà, pour l'Europe, l'Occident et la France, il y a un passé, relativement lointain, mais qui fait partie de notre histoire. Les croisades font partie de notre histoire. Et puis, concernant l'humanité, vous savez qu'il y a un débat constant depuis que la science de la préhistoire existe, quant à savoir si nos ancêtres, en général, étaient cannibales ou non. Alors, s'ils l'étaient, on aura une hypothèse selon laquelle, peu à peu, les cultures auraient renoncé à cette sinistre coutume, donc certains avant, d'autres après, et puis l'humanité, dans sa marche triomphante vers la civilisation, aurait peu à peu éradiqué ce mal absolu. Bon. S'ils ne l'étaient pas, ça veut dire que certains le sont devenus. Alors, vous voyez, si tout le monde était cannibale, on est dans une logique abolitionniste. Comme on a aboli l'esclavage, comme on a aboli différentes injustices, les sociétés, peu à peu, ont aboli. Si l'humanité ne l'était pas, ça signifie que certains le sont devenus, et donc là, ils sont particulièrement fautifs, particulièrement inhumains. Et donc là, il faut les sanctionner. Vous voyez, entre l'abolition et la sanction, comme attitude face à l'esclavage, il y a l'arrière-plan de savoir si c'est quelque chose d'universel, tous les hommes l'ont été, et on cessé peu à peu de l'être, ou si c'est quelque chose de propre à certaines cultures, auquel cas ces cultures-là seraient particulièrement marquées d'une infamie et d'une inhumanité. Bon. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que quand on essaie de voir ce qu'on peut dire scientifiquement sur l'anthropophagie, sur le cannibalisme, on tombe souvent, vous voyez bien, on a du mal à tomber sur des textes sérieux, parce qu'il y a le fait divers, l'exotisme, la blague, enfin vous voyez, le cannibalisme peut faire l'objet de toutes les facilités possibles et imaginables, et donc en gros aujourd'hui chez nous il relève du fait divers pathologique, le fameux japonais qui aujourd'hui anime des émissions de gastronomie au Japon après avoir été condamné pour avoir mangé sa maîtresse, ou alors on envisage des cas extrêmes, des cas limites, la famine. Dans ce cas-là, on peut admettre l'hypothèse que certains hommes en arriveraient
à consommer de la chair humaine. Donc vous voyez des cas extrêmes, mais finalement, que ça relève d'une culture, ça, c'est devenu tellement impossible dans nos esprits que dans les années 70, un anthropologue, c'est-à-dire un spécialiste des structures des sociétés humaines, un anthropologue américain, William Arens, a développé une thèse tout à fait effarante et détonnante: le cannibalisme n'a jamais existé. Voilà ce que disait Arens. Le cannibalisme est une invention des Européens au fur et à mesure de leur conquête du Nouveau Monde et du monde et de la planète, pour disqualifier les peuples conquis et pour justifier leur anéantissement ou leur soumission. Alors attention, il était subtil, Arens, il ne disait pas les Européens ont calculé, il disait ils l'ont fait en toute bonne foi. Hein, c'est-à-dire ils avaient besoin de croire que les peuples indigènes étaient cannibales pour justifier à leurs propres yeux ce qu'ils leur faisaient subir. Et justement, dans la tête d'un Européen, qu'est-ce qui était le pire qu'un homme puisse faire et qui justifie qu'on le maltraite? C'était le cannibalisme. Bon. Donc en fait, finalement, le cannibalisme est un fantasme d'Européen pour Arens, et qui ne renvoie à aucune réalité, ni ethnologique, ni anthropologique. Alors, ni ethnologique, ça veut dire propre à telle ou telle culture, ni anthropologique, ça veut dire propre à toute l'humanité, hein, comme structure essentielle et universelle de l'humanité. Alors, c'est justement cette thèse radicale que j'aimerais essayer de discuter à partir d'un certain nombre de témoignages, d'éléments, de documents que nous a fournis justement l'histoire de la colonisation et l'histoire de la rencontre entre l'Europe et le Nouveau Monde. Alors pour la petite histoire un peu anecdotique et amusante, certains scientifiques américains ont voulu réfuter Arens, William Arens, et comment ont-ils fait? Ils ont cherché des fossiles, ils ont cherché des traces, et ils ont trouvé un coprolithe, un fossile d'excréments, une crotte quoi, qu'ils ont exhibé, qu'ils ont analysé, qui datait du XIe siècle en Amérique, et ils ont trouvé dedans des restes de corps humains. Donc la preuve était faite que les Indiens en l'occurrence, mais bon, donc des hommes autrefois, avaient mangé de l'homme. Mais vous voyez bien quelle preuve, scientifiquement, effectivement, il y avait des restes humains dedans, mais ça ne veut pas dire qu'on a pu tomber par hasard sur quelqu'un qui pratiquait ça de manière singulière ou sur un peuple microscopique. Donc ça ne prouve rien. Alors, donc vous voyez, la science, les sciences dures n'ont rien à nous apprendre sur la question cannibale, et c'est important parce que longtemps, le débat a eu lieu quant à savoir si c'était une affaire d'alimentation. Voilà, on a faim, on ne sait pas, donc on s'alimente avec ce qu'on peut, donc en l'occurrence des êtres humains, ou si ça relevait de la religion, du rite. Vous voyez? Donc quant à la préhistoire, ben justement, les préhistoriens se débattent là-dessus. Hein, est-ce que c'est la pénurie, le manque de protéines qui a amené les premières sociétés, avant d'avoir des techniques de chasse, à faire que les hommes se mangent entre eux? Ou est-ce que d'emblée c'était quelque chose de rituel, de religieux? Bon, pour terminer les remarques introductives, il y a une étrange absence du cannibalisme également, alors que le fait, on va le voir, est tout à fait avéré, chez les ethnologues du XXe siècle. Hein, au XXe siècle apparaît une science de l'homme, une science nouvelle, l'ethnologie, hein, l'étude des structures symboliques, sociales, des liens de parenté, etc., des différentes sociétés. Et les plus grands ethnologues ne parlent jamais des pratiques cannibales des sociétés qu'ils étudient. Alors certes, au XXe siècle, on peut supposer que ces pratiques étaient déjà dépassées. Hein, les peuples y avaient déjà renoncé. Mais ça faisait partie de leur univers mental. Et c'est complètement nié, ou alors c'est ramené à une dimension métaphorique. Bon, les chrétiens disent bien « prenez et mangez, ceci est mon corps ». On n'est pas des cannibales. Donc ce serait naïf de dire « oh, les catholiques sont des cannibales parce qu'ils croient en la présence réelle, en la transformation réelle de l'hostie en chair du Christ ». Ben, les anthropologues et les ethnologues au XXe siècle disaient la même chose des peuples étudiés, leur cannibalisme est symbolique, il n'est pas réel. Donc en fait, je vais essayer d'aborder trois questions à travers mon propos. D'abord, le fait, y a-t-il ou pas du cannibalisme? Ensuite, la question de son, comment dire, excusez-moi, je vais prendre mon propos, de savoir si c'est un sujet d'études ethnologiques, anthropologiques, ou si ce sont des accidents contingents qui n'auraient pas de sens particulier. Donc est-ce que c'est un vrai sujet d'études, comme la parenté, comme l'inceste, comme vous voyez, un certain nombre de faits sociaux massifs? Et puis ensuite, le va-et-vient constant entre la réalité et la métaphore, hein, entre cannibalisme réel, avec ingestion réelle de parties de corps humain,
ou le cannibalisme métaphorique, c'est-à-dire comme image, hein, qu'on rencontre partout. Enfin, vous voyez bien autour de nous, au cannibale, j'entendais l'autre jour dans le résultat d'un match de foot, telle équipe a cannibalisé son adversaire, vous avez des galaxies qui en cannibalisent d'autres, donc le mot cannibale est devenu d'autant plus omniprésent qu'il ne renvoie plus à une réalité alimentaire effective. Et ça, il y a aussi cette idée que dans les différents peuples autres qu'européens, il y a ce va-et-vient, hein, ce doute quant à savoir si le cannibalisme dont on parle est réel, on mange réellement de la chair humaine, ou si c'est un ensemble de symboles, de codes, hein, qui jouent au cannibalisme sans le pratiquer réellement. Alors, mon propos se divisera à peu près en deux parties. Première partie, la rencontre des Européens avec les cannibales au XVIe siècle. Au XVIe siècle, les Européens en Amérique rencontrent des cannibales et le cannibalisme. Et c'est un choc, mais ce n'est pas le choc qu'on pourrait croire. Au début, ils sont choqués, mais vers la deuxième moitié du XVIe siècle, les cannibales sont plutôt sympathiques. Et ils font partie de l'humanité, on étudie leurs rites, on les intègre, et puis on dit que finalement, ils ne sont pas si terrible que ça, que nous on se massacre bien en Europe, donc finalement, tout compte fait, le cannibale est populaire, est à la mode. Il y a une espèce de mode cannibale comme ça. Et au tournant du XVIIe, XVIIIe siècle, le cannibale va devenir le monstre. C'est-à-dire quand on va découvrir de nouveaux peuples à leur tour cannibales, alors là, ils seront absolument disqualifiés, déshumanisés, considérés comme indignes de faire partie de la communauté humaine. Et donc on va essayer de voir comment, dans les représentations européenne, dont on est héritier aujourd'hui, ce basculement a pu se faire. Alors, premier élément, le mot cannibale lui-même a une histoire assez amusante. Vous savez peut-être que c'est Christophe Colomb qui invente le mot en se trompant. Hein, c'est-à-dire la première chose qui nous arrive d'Amérique, c'est pas le maïs, c'est pas la tomate, c'est pas l'or, c'est le mot cannibale. Et Christophe Colomb l'invente en 3 étapes. Donc il arrive en octobre 1492 aux Bahamas. Très vite, il va dans l'actuel Haïti, Saint-Domingue, et il rencontre des Indiens. Et écoutez ce qu'il dit dans son journal. Premier élément, donc le 4 novembre, donc 3 semaines après avoir découvert le Nouveau Monde. Il comprit aussi, alors il parle de lui à 3e personne, il est comme César, hein, il s'appelle l'amiral, et il parle de lui en disant « Il comprit aussi qu'il disait qu'en ce pays, il y avait de grands navires et des marchandises, et que tout cela était au sud-est. Il leur montra de l'or et des perles, et certains vieux répondirent que dans un lieu qu'ils appelaient Boyo, donc peu importe, il y avait énormément d'or, que les habitants le portaient au cou et aux oreilles, aux bras et aux jambes, et que là aussi, on trouvait des perles. Il comprit encore, alors avec des gestes, hein, quand il parle à des gens dans la langue qui est complètement étrangère, que plus au-delà, il y avait des hommes avec un seul œil, et d'autres avec des museaux de chiens, qu'ils mangeaient les êtres humains, et qu'ils en prenaient un, l'égorgeaient, buvaient son sang, et lui coupaient les parties naturelles. Bon, donc il apprend qu'il y a des hommes à tête de chien, des cynocéphales, qui vivent dans une île plus au sud. Bon, voilà ce qu'il apprend. Donc là, on est le 4 novembre. Le 24 novembre, il parcourt de l'île de Boyo. Alors, au-delà de ce cap, dépassait une autre terre, ou cap, allongé aussi à l'est, que ces Indiens qu'ils emmenaient, appelés Boyo, donc toujours la même île, et dont ils disaient qu'elle était très grande et qu'on y rencontrait des gens qui avaient un œil sur le front, et d'autres appelés cannibales, dont ils manifestaient avoir grand-peur. Voilà la première occurrence dans l'histoire du mot cannibale, donc le 23 novembre 1492. Il entend parler d'hommes qui s'appelleraient cannibales. Donc ils ont une tête de chien et un seul œil au milieu de la tête. Ce sont des cyclopes canins. Enfin, bon. Alors évidemment, les Indiens n'ont jamais dit à Christophe Colomb qu'il y avait des hommes à tête de chien. On suppose aujourd'hui qu'ils les insultaient en les traitant de chiens, et ce sont des chiens, et que l'œil sur la tête est complètement fantasmé, mais en fait ça correspond à des croyances antiques. Hein, au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, on avait des mythes sur des peuples cannibales à tête de chien, et le cyclope par exemple, et à un seul œil. Et troisième occurrence du terme, il dit que tout, alors là on est le 26 novembre, vous voyez 2 jours après, il dit que tous ces gens rencontrés jusqu'aujourd'hui ont une immense crainte des cannibales. Alors est-ce que les cannibales, c'est les cannibas ou canima, hein, il ne sait pas trop, et ils disent qu'ils vivent dans cette île de Boyo, laquelle doit être très grande à ce qu'il paraît. Ils pensent que ces cannibales viennent prendre ceux d'ici sur leur terre en leur maison, parce qu'ils sont très poltrons et ne se connaissent pas en armes. Il lui semblait que c'est pour cette cause que les Indiens qui l'emmenaient n'avaient pas coutume au voisinage de cette terre de s'installer sur la côte quand ils étaient mangés.
Il disait que les cannibales n'avaient qu'un seul œil et une face de chien. L'amiral pensait qu'ils mentaient et croyait que ceux qui les capturaient étaient de la seigneurie du Grand Khan. Alors voilà, Christophe Colomb, au bout de 2 jours, se dit c'est quand même un peu bizarre cette histoire de tête de chien, mais alors au lieu de se dire que c'est lui qui a mal compris, il dit c'est les Indiens qui mentent. Ils disent n'importe quoi. Et donc il se dit, mais comme j'entends cannibale, alors cannibale c'est canis, la racine chien en latin, donc il avait cru entendre chien, parce qu'il ne comprenait pas qu'il puisse y avoir des langues autres que européennes. Et puis ensuite, il était parti pour la Chine, il était parti chercher le Grand Khan. Et donc finalement, il en déduit que les cannibales sont les sujets du Grand Khan, et qui sont cannibales. Voilà. Et c'est comme ça que le mot cannibale est arrivé dans la langue, dans la langue universelle. D'où, alors ensuite, 2 ans après, il arrive en Guadeloupe à son 2e voyage, et il tombe sur les vrais restes d'un repas cannibale. Il tombe sur des morceaux de bras, de jambes, mais ils sont partis avant qu'il arrive. Donc en fait, il n'a jamais vu un cannibale, mais il l'a fantasmé d'abord, et ensuite il a rencontré les restes d'un repas qui ressemblait à des restes d'étalage de boucher. D'où la boucherie cannibale. Avec, alors là, l'image est très mal définie, en 1525, Lorenz Fries, un Strasbourgeois, lisant Christophe Colomb, lisant Amerigo Vespucci, lisant les premiers voyageurs, illustre ce qui se passe au Nouveau Monde. On voit des hommes à tête de chien, avec un seul œil, en train de découper de la chair humaine. Donc on est dans la boucherie cannibale. Alors voilà comment l'Européen, et alors ça, les gravures de Lorenz Fries ont été multipliées dans l'Europe. Enfin, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Tous les Européens étaient au grand. Hans Holbein a fait des cannibales, Dürer en a entendu parler. Enfin, tous les grands peintres donc s'attelaient à représenter ces êtres. Alors ils avaient des restes de mythologie et puis la nouveauté. Vous voyez qu'on passe totalement à côté de la réalité cannibale. Alors, laissons Christophe Colomb à ses fantasmes, à ses rêves, et arrivons quelques décennies après, vers les années 1550, au Brésil. Alors, au Brésil, vivent un peuple qui s'appelle les Tupinambas, les Tupinambas, qui sont de la même famille que les Caraïbes, et qui sont représentés... voilà, alors par exemple, voilà, premier dessin, et chez lesquels un certain nombre de voyageurs vont être amenés à séjourner, soit en tant que prisonniers, soit en tant que visiteurs, entre guillemets. Alors, il y a 3 sources importantes pour cette question du cannibalisme au Brésil, 3 très importantes. Il y a un Allemand, Hans Staden, qui était sur un bateau portugais, qui s'est fait capturer par les Indiens, et qui, se faisant passer pour un prophète et pour un guérisseur, a réussi à échapper à la dévoration, mais qui a assisté, dit-il, alors Arens dirait il invente, c'est faux, etc., mais bon, il a assisté à des scènes dont je vais vous commenter un petit peu l'image ici. On a André Tevet, un Français qui a accompagné la première expédition et tentative coloniale française au Brésil, parce que la baie de Rio de Janeiro a été colonisée par la France quelques années au XVIe siècle, et Jean de Léry, même expédition. Donc voilà 3 sources, plus Montaigne, dans son fameux texte des essais sur les cannibales, qui reprend ces témoignages. Bon, plus des textes secondaires, mais ce qui est intéressant dans ces textes, c'est qu'ils disent tous à peu près la même chose sur la pratique cannibale. Donc il serait quand même étonnant qu'ils se soient concertés, qu'ils aient projeté des choses, enfin vous allez voir, des choses qu'on ne pourrait pas inventer. Donc il y a une telle convergence que ça renvoie quand même à une réalité du fait anthropophage, du fait cannibale, chez les Indiens Tupinambas. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe chez eux? Alors je vais surtout m'appuyer là sur le texte de Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, puisque c'est le plus complet sur la question, et il est confirmé par les autres. Alors il nous dit que les Indiens partent faire la guerre, très souvent, et qu'à la guerre, leur but n'est pas tant de tuer leurs ennemis que de les capturer. Leur but n'est pas tant de conquérir des territoires que d'asseoir leur honneur de guerrier. Et leur but n'est pas tant de s'enrichir ou de prendre du gibier que de se venger des offenses qui leur ont été faites par leur vis-à-vis, qui avaient fait la même chose avec eux. En fait, ce sont les autres et les mêmes. Chacun des 2 peuples qui se font la guerre ont exactement les mêmes motivations. Ils sont en quelque sorte comme en miroir. Alors, important, Jean de Léry voit tout de suite que ces peuples qui se font la guerre ont, d'une certaine manière, une forme de vertu. Ils la font pour l'honneur.